Je pense que le plus compliqué, c'est l'enjeu d'incarnation. La CODG, et ça je le savais pas à l'époque, c'est honnêtement l'une des plus grandes richesses de ce projet. Ces C-level ou ces entrepreneurs à succès, je les ai toujours perçus comme des défis. L'ambition de ce projet, c'est d'embarquer aussi bien le technosolutionniste que le militant de la décroissance. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Henri-François Martin, co-directeur général de la Climate House, un projet inédit autour de 80 entrepreneurs engagés pour accélérer la transition écologique et repenser notre modèle économique à l'aune des enjeux climatiques. Diplômé de Neoma Business School, Henri-François a construit un parcours alliant finance, innovation et entrepreneuriat. Passé par EY en audit financier, il a cofondé une start-up avant de piloter la stratégie d'innovation chez VP, puis d'accompagner l'hypercroissance de Payfit en tant que Chief of Staff. Aujourd'hui, il met cette expérience au service de la Climate House pour structurer un écosystème unique où entreprises, start-up et acteurs du climat travaillent ensemble à accélérer la transition. Comment embarquer les dirigeants dans cette transformation essentielle? Quels leviers pour aligner économie et écologie? Et quelles solutions concrètes émergent au sein de la Climate House? Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Henri-François. Bonjour. Si on démarre par le début, je disais, tu as commencé dans l'audit. Donc voilà, on va partager ça. J'en ai eu beaucoup finalement, donc ça me permet de faire de la pub pour le métier. Comment tu es arrivé là-dedans en fait? C'est une bonne question. En toute honnêteté, je pense que c'était une continuité assez logique de l'implémentation d'Ernst & Young au sein de mon école de commerce Neoma, qui était très présente dans l'écosystème associatif. On avait beaucoup d'anciens qui venaient régulièrement nous partager leur expérience. Moi, à cette époque-là, j'avais honnêtement pas de grande conviction sur ce qui allait m'animer dans mon parcours professionnel. Voilà le métier de l'audit qui se présentait comme à la fois assez dynamique, la perspective d'aller un peu partout en France, d'avoir pas mal de variété aussi sur les clients et de pouvoir être assez rapidement immergé dans des modèles économiques, d'être vraiment en première ligne et de mettre un peu la tête sous le capot des entreprises. Voilà, c'est un métier qui a attiré ma curiosité. Et donc c'est un peu pour ça que j'y suis allé. Tu avais une volonté d'entreprendre de longue date ou c'est finalement une opportunité, une rencontre? J'ai toujours eu un petit peu ce projet-là qui me trottait dans la tête, de créer ma structure, mon projet que j'allais faire atterrir sur un produit déjà qui allait m'animer, qui allait me parler, dans un mode de fonctionnement que j'allais pouvoir construire. Donc le fait ce sentiment quasi artisanal que je pouvais projeter à travers l'entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et ouais, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait que ça s'est passé. En fait, mes deux meilleurs amis d'enfance et qui ont été mes associés par la suite étaient disponibles à ce moment-là. On ne s'était pas spécialement concerté à l'époque, mais il s'est avéré qu'ils avaient cette envie-là aussi de lancer leur propre structure. Donc globalement, on a pris une bière, on a discuté pendant des heures. Une deuxième, une troisième. Voilà, exactement. Et tout ça nous a fait atterrir un projet qui s'est appelé Fieldin, qui était une plateforme de réservation d'activités sportives qu'on a lancé. C'était en 2013, à l'époque du boom des marketplaces. On était tous les trois des sportifs amateurs assez réguliers. On était confrontés à la galère du sport dans les grandes villes, et donc ça nous a donné envie de prendre le modèle qu'on voyait qui fonctionnait de plus en plus des marketplaces et de travailler la verticale sur le sport amateur. Quelle expérience t'en retires? Je pourrais te dire beaucoup de choses. Alors à titre personnel, ça a été une aventure absolument incroyable, très structurante moi pour la suite de mon parcours, parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, on a fait beaucoup de bêtises aussi, à une époque où l'entrepreneuriat était beaucoup moins structuré qu'il l'est aujourd'hui. Donc même si on a eu la chance d'être accompagné par l'incubateur HEC, je pense qu'on a fait beaucoup de bêtises en matière de développement produit, en matière de priorisation, en matière de positionnement de l'offre. Voilà, je pourrais te lister toutes les erreurs qu'on a pu faire. Ça a été
aussi une aventure humaine avec mes 2 meilleurs amis, où là, pour le coup, on a fait les choses très très bien. C'est-à-dire que dès le pacte d'actionnaires, on avait acté qu'on voulait se structurer de manière à ce que, quoi qu'il arrive, on soit dans un climat de confiance, où on a presque mis la préservation de notre amitié au-dessus de tout ce qui peut arriver dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc, ça s'est vérifié par la suite. Moi, je me marie cette année et les deux font partie de mes témoins. Donc, quand bien même cette aventure s'est terminée, on a vraiment su maintenir notre relation. Quand bien même on avait des personnalités différentes, des désaccords aussi de fond sur le pilotage et la construction de la boîte. Donc, voilà, je retiens l'aventure humaine. La revente nous a pas rendu riches. On a passé la main à Jimlim, qui s'est lancé en même temps que nous et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. On pourrait discuter pendant des heures de ce qui nous a amené à faire cette bascule-là, mais en termes d'enseignement, c'est moi vraiment le point que je garde, c'est que c'est à cette époque-là que j'ai compris ce qui allait faire que j'allais prendre du plaisir au quotidien dans mon travail. D'avoir cet alignement par rapport à un objectif à atteindre, par rapport à un produit qui me parle, un alignement de valeurs avec les personnes avec qui je suis au quotidien. Et ce sentiment à la fois de responsabilité et de liberté, donc d'être aux commandes de quelque chose qui, si on ne fait pas le taf, se casse la figure, et en même temps d'avoir le sentiment d'être maître de son destin et de ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui tu es plus capable de bosser dans un projet où le produit ne te parle pas, où c'est pas aligné avec tes propres valeurs? Enfin, ça devient des critères de choix qui sont... Plus capable, je pense pas. En fait, la chance que j'ai eue, c'est finalement en tout début de carrière de comprendre ces ingrédients clés qui vont faire que je vais me sentir bien dans un cadre professionnel. Donc c'est ce que communément on appelle son why. Et ça, je suis conscient de l'avoir réalisé finalement assez tôt. Donc je vais avoir 25-26 ans. Et en fait, ça, c'est une boîte à outils qui derrière m'aide dans le choix des entreprises dans lesquelles je travaille, dans le choix des projets sur lesquels je me positionne. Là, on pourra parler de VP, de Payfit ou autre, mais à titre d'exemple, j'avais pas prévu à cette époque-là que les sujets de pricing et de packaging deviennent un peu un fil rouge dans ma carrière. C'est avant tout parce que j'ai cette boîte à outils et que en fait, je regarde pas juste l'aspect visible ou l'aspect, on va dire, technique d'un sujet, mais que je vois son implication en fait dans la chaîne de valeur d'une entreprise, à quel point il peut avoir un impact sur des départements, sur la vie et le quotidien de certaines personnes. En fait, cette étape entrepreneuriale m'a donné une capacité de voir vraiment en 360 la réalité de l'entreprise. Et donc, une fois qu'on a ça, le rapport de force ou le rapport au travail est plus du tout le même. Et ça, je suis conscient que c'est une chance absolument colossale. Donc après, tu deviens directeur de l'innovation donc chez VP. Qu'est-ce que tu faisais là concrètement ? Concrètement, j'étais chez VP à un moment particulier où ils avaient fait une grosse période de croissance externe. VP avait racheté tous leurs concurrents européens, donc une phase de consolidation assez forte qui allait avoir des conséquences opérationnelles en matière d'inertie du changement assez violente. Et dans ce moment-là, VP voulait se doter donc d'une démarche d'innovation, d'une cellule en propre qui allait en parallèle de cette inertie-là tester des solutions pour apporter des réponses à des problématiques opérationnelles ou voire à des problématiques stratégiques. Donc, par exemple, de pouvoir tester des solutions de recommandation de taille à implémenter sur les ventes de la plateforme. C'était aussi tester des solutions de scrapping de données qui allaient justement pouvoir donner une force analytique colossale à différents types de métiers. Ça pouvait s'appliquer aussi bien au légal, donc à la justification de prix barrés, comme ça pouvait s'appliquer aux équipes sales qui allaient avoir des éléments de négociation beaucoup plus pertinents avec les marques partenaires. Enfin voilà, je pourrais te lister toute la chaîne de valeur de ce type de techno. En mode projet, quoi. Finalement. Exactement. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de monter une cellule qui allait identifier les besoins internes,
tester les technos qui pouvaient y répondre et d'accompagner le groupe jusqu'à la décision d'investissement, à savoir est-ce qu'on part juste sur un contrat basique de service, est-ce qu'on développe la solution par nous-mêmes parce qu'elle est critique dans la chaîne de valeur, ou bien est-ce qu'on rachète la techno parce qu'elle est plug and play. Et donc on était un peu sans le savoir une cellule de corporate venture. Je dis sans le savoir parce qu'on n'était pas incentivé comme un corporate venture, mais en tout cas dans le métier et dans l'operating model, c'était notre réalité au quotidien. Et tout ça était basé à Station F. Donc ça s'est passé en même temps que l'ouverture de Station F. Donc j'ai pu bénéficier et découvrir aussi cet écosystème entrepreneurial français qui a explosé à ce moment-là parce qu'il était déjà quand même existant. Et donc d'en voir aussi bien la dynamique que les biais. Et c'est une expérience qui m'a aussi alimenté dans la suite de mon parcours et ce que j'ai pu voir et faire chez Payfit et ce que j'essaye d'apporter aujourd'hui à la Climate House. Après, tu deviens donc Chief of Staff auprès du fondateur donc, de Payfit. Qu'est-ce qu'il est venu chercher chez toi? Déjà, quelles compétences et comment s'est passée cette expérience? Le brief de départ, c'était vraiment de venir en support de Firmin et de l'ensemble du COMEX qui était en construction dans une phase clairement d'hypercroissance. On était un peu en amont de cette période-là. C'était juste avant le Covid. Et donc l'enjeu, c'était de structurer la gouvernance de la boîte. Donc quand on parle de gouvernance, c'était construction du COMEX, construction des outils un peu clés de pilotage méta de l'entreprise, donc les OKR, les objectifs and key results pour les non familiers. Toute la colonne vertébrale en fait de la prise de décision qui va du COMEX jusqu'à l'atterrissage dans l'exécution des différents départements. Donc tout ça, c'était des instances et des supports de pilotage qu'il fallait créer. Donc ça, c'était, on va dire, 60% de mon travail. Le deuxième, le restant étant d'être un super couteau suisse, ce qu'ils appelaient founder-like, où ils avaient conscience qu'ils étaient encore très impliqués dans l'opérationnel, ce qui ne leur permettait pas de se positionner sur la suite et sur les enjeux strates qu'allait connaître l'entreprise. Et donc, ils avaient vocation à se créer une espèce de double à qui ils pourraient déléguer de la présence opérationnelle sur des projets critiques comme la création d'un département outsourcing, comme le fait d'être présent sur la construction ou de la négociation de sujets M&A. Enfin, voilà, ils avaient comme ça une liste de thématiques assez opérationnelles sur lesquelles ils sentaient qu'ils arrivaient à un goulot d'étranglement. Et ils avaient cette ambition à travers le poste de Chief of Staff de se créer un super bras droit à qui ils pourraient déléguer un maximum de choses. Tu avais une équipe avec toi ou c'est finalement, entre guillemets, la délégation du pouvoir du CEO sur certains projets? Alors, j'avais pas d'équipe quand je suis arrivé. J'en avais une quand je suis parti, mais ils avaient été très clairs en fait sur ce que devait faire ce poste-là et ce qu'il ne devait surtout pas faire. Ce que ne devait surtout pas faire le Chief of Staff, c'était déformer l'organisation cible par rapport au sujet que potentiellement j'allais pouvoir faire sortir de terre. Donc c'était très clair. Je te prenais l'exemple d'un département outsourcing qui a pris énormément d'ampleur. C'était clair dès le départ que ça avait vocation à réatterrir dans l'organisation notamment du customer service. Quand bien même c'était moi et mon département et moi qui l'avons créé, on n'avait pas vocation à garder la main dessus. Donc tu avais cette logique task force qui faisait que intrinsèquement, un chief of staff et son département n'a pas vocation à grossir au-delà de 3-4 personnes. Donc après t'es pas hiérarchique directement sur des fonctions, tu es là pour faire sortir des projets. C'est du pilotage transverse et une approche chief of staff top-down ne fonctionnerait pas. Ça ne peut ne fonctionner que s'il y a une logique d'alliance et que les personnes, aussi bien au sein du COMEX auquel j'appartenais que dans les métiers, me perçoivent comme un allié et comme quelqu'un qui va leur faciliter la vie, que s'ils me voient comme quelqu'un qui se présente et qui passe en force tout simplement parce qu'il est rattaché au CEO, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Mais ce qui fait que c'est un job qui est vraiment super riche, qui n'est pas du tout le même selon la taille de l'entreprise. Si je simplifie,
plus la boîte est petite, plus en fait, le métier, selon mes goûts, va être intéressant parce qu'il peut être à la fois strat et opérationnel. Plus on va sur des grosses structures, plus le poste en fait va se verticaliser et c'est des enjeux qui sont différents. C'est plus de l'intermédiation, du lobbying, voire, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose et moi je sais où va ma préférence. On en arrive à la Climate House. Est-ce que tu peux nous dire, enfin nous parler du projet, enfin un peu la genèse, d'où l'idée est arrivée, et puis qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi pour co-diriger ce projet? Alors la façon dont ça s'est fait, c'était en avril 2024, moment où Claire Breton et Lucie Vache m'ont passé un coup de fil pour me présenter l'ambition de ce projet. L'idée était, c'était un groupement au départ je pense, d'une une grosse trentaine d'entrepreneurs qui s'étaient regroupés et qui avaient cette conviction en fait, de créer une dynamique d'accompagnement ou en tout cas d'accélération de la transformation de l'économie à travers l'agrégation de l'écosystème impact au sens large. Donc quand on parle d'écosystème, c'est aussi bien l'univers académique que l'univers startup, que l'univers public ou encore plus le spectre des financeurs. La conviction, c'était que pour pouvoir accélérer cette transformation des acteurs de l'économie, il y avait un enjeu à regrouper ces différents écosystèmes qui, à date, avaient tendance parfois à se regarder un peu en chien de faïence, à être chacun dans leur couloir. Et cette conviction d'exécuter ça à travers un lieu où on allait regrouper l'ensemble de ces acteurs pour les faire se rencontrer, les alimenter sur du contenu spécifique et avec plus ultra, les faire travailler sur des projets concrets. Donc c'est une démarche qui s'est accélérée. C'était une conviction qu'ils avaient en tête depuis un bon moment et c'est un projet qui s'est accéléré à partir du moment où le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui est devenu disponible. C'était les anciens bâtiments du Nouma, donc qui sont au 39 rue du Caire, c'est 2000 mètres carrés. Voilà, un bâtiment absolument fantastique sur 6 étages qui a été disponible et c'est à partir de ce moment-là que le projet s'est accéléré, qui m'ont contacté pour monter toute la structure, que Maïka, ma co-DG, nous a rejoint juste après, et où on a d'abord structuré l'offre, ce qu'on veut faire à travers ce lieu, le positionnement aussi vis-à-vis de l'écosystème, tout ça pour officialiser le lancement en juin 2024 et ouvrir officiellement les portes du lieu en octobre dernier. Donc voilà chronologiquement comment ça s'est passé. Et pourquoi ils sont venus, je rentrerai un peu plus dans le détail de ce qu'on fait concrètement et de ce qu'on propose. Pourquoi ils sont venus me chercher? Je pense qu'il faudrait que tu leur demandes. Je pense qu'au stade où en était le projet à ce moment-là, il y avait un enjeu de trouver des profils déjà qui étaient convaincus par la cause qui avait vocation à servir la Climate House. Ça, de ce point de vue-là, on pourra y revenir, mais il n'y avait pas de sujet de mon côté. Il y avait un enjeu d'avoir une fibre entrepreneuriale forte. C'est un projet qui est particulier dans le sens où c'est un projet qui, avec un mode de gouvernance assez ambitieux. On parle de 80 cofondateurs qui ont une implication opérationnelle dans le projet. Donc il y avait ce besoin de... je ne sais pas s'il faut savoir les piloter, mais à minima d'avoir une expérience du mode de fonctionnement de ce type de profil et une envie, je pense, de mettre les mains dans le cambouis. C'est un projet qui, par son ADN et ses partis pris, business et pas simple. On a un objectif de rentabilité en janvier prochain. Que pour l'instant on est en train de tenir. Donc tous ces différents ingrédients mis dans une seule et même équation font que sur les profils que tu vas vouloir rechercher pour incarner le projet, en tout cas moi je pense que c'est cette partie-là qui a joué et ensuite le point aussi qui est fondamental et sur lequel Maïka joue un rôle déterminant. C'est la connaissance de l'écosystème, la connaissance de l'écosystème ESS qui est
à minima aussi important que le rôle de nos cofondateurs. À partir du moment où on a vocation à réconcilier, voilà, c'est un peu notre objectif méta, c'est réconcilier économie et environnement, le fait d'arriver et d'embarquer l'écosystème déjà existant, de ne pas venir simplement cannibaliser voilà, un marché qui était déjà quand même bien adressé. C'était un élément clé et je pense que c'est la très grosse force qu'a Maïka voilà, qui infuse, comme elle aime bien dire, dans cet écosystème depuis de nombreuses années. Quand moi, clairement, j'ai un parcours majoritairement dans la tech et c'est un écosystème que je connais moins. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette approche d'avoir deux profils qui sont assez différents aussi dans leur mode de fonctionnement, dans leur personnalité. Et le sujet de l'incarnation, il passe, je pense que c'était important aussi de le matérialiser par le fait d'avoir une femme et un homme. La parité, c'était clairement un objectif important et non négociable dans la construction du projet. Ensuite, de le faire atterrir dans la codirection, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait au moment des entretiens. Le fait que voilà, Lucie rencontre énormément de monde, ça lui a permis de matérialiser en quoi, en fait, c'était quasi impossible de trouver une personne qui regroupe l'ensemble, voilà, qui coche toutes les cases. Qui coche toutes les cases. Et pour éviter en fait que le projet parte trop dans un sens, si je simplifie dans la Startup Nation, ou beaucoup trop dans un autre, le fait d'avoir une codirection voilà, est apparu comme une évidence. Alors ça, honnêtement, au quotidien, c'est à vivre. Pour moi qui avais vécu le modèle entrepreneuriat avec des cofondateurs, il y a quand même beaucoup de points communs. Ensuite, la particularité, c'est que nous, on ne se connaissait pas avant. Et donc, on s'est découvert, c'était en juin, et les portes du projet ouvraient en octobre. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects dans notre coopération qui sont venus au fil de l'eau et encore qu'on découvre aujourd'hui. Tu avais un a priori, tu t'es dit c'est un fit avec ta co-DG qui a fait que voilà, vous vous lanciez, t'avais des a priori, enfin. Moi, j'avais pas spécialement de crainte et je savais qu'il y avait beaucoup de choses en fait qu'on allait découvrir. Donc j'ai pas de mal en fait à me lancer dans l'inconnu du moment que en fait j'ai la possibilité d'avancer de façon structurée. Donc le projet en lui-même était assez clair. Les enjeux opérationnels, business, les sujets de positionnement, enfin, on était très alignés avec Maïka sur la structuration qu'on voulait apporter au projet. Donc finalement, assez tôt, de ce point de vue-là, je ne sais pas si j'étais pas spécialement inquiet, mais en tout cas, j'avais tous les éléments pour être rassuré. Ensuite, la relation au quotidien, par définition, elle se découvre, elle se vit. Donc, on a eu mécaniquement, et c'est là où j'adorerais que Maïka puisse être là pour pouvoir compléter, mais c'est la co-DG, et ça je le savais pas à l'époque, c'est honnêtement l'une des plus grandes richesses de ce projet. C'est aussi, on va pas se mentir, une source de challenge qui est vraiment importante, dans la mesure où je suis à la fois, et je suis, pour en parler régulièrement avec Maïka, je sais que c'est la même chose pour elle, on est aussi bien animé par le fait qu'on est tellement soulagé d'avoir l'autre au quotidien parce qu'on est conscient matériellement, mais même physiquement, d'à quel point on ne pourrait pas faire ce projet-là seul. Et en même temps, le fait d'adresser ça avec une personne qui est aussi différente de nous, mais mécaniquement, dans des choses très bêtes du quotidien, c'est des sources de surprise, c'est des sources parfois de crispation, d'incompréhension. Et c'est ce qui rend parfois c'est ce qui crée parfois des moments qui peuvent être consommateurs d'énergie. Et en même temps, on est tout de suite, c'est très ambivalent. Je sais pas si j'arrive à bien te l'exprimer, mais c'est d'être toujours dans cette alternance entre
ah là, Maïka, Maïka, tu me casses les pieds là. Et en même temps, mais Maïka, si t'étais pas là, mais franchement, j'y arriverais pas, quoi. Donc c'est très particulier et de ce point de vue-là, tu me donnerais les clés, tu me ramènerais en arrière au tout début du projet, je ne changerais, je changerais absolument rien et encore moins de CodeG, quand bien même je le ferais en conscience de tout ce que ça va impliquer derrière en matière de mobilisation. Mais c'est... Ouais, c'est très difficile à exprimer, de dire qu'à la fois tu vois, d'un point de vue humain, il y a un alignement mais complet et on s'entend mais vraiment à merveille. Et d'un point de vue opérationnel, vu qu'on n'est pas câblé pareil, en termes vraiment de mode de fonctionnement, mécaniquement, ça crée de la friction. Mais c'est la richesse de la diversité, de la complémentarité. Enfin. Exactement. Tu as toujours été sensible à la cause climatique, tu as toujours été engagé, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, une prise de conscience? Enfin, je te pose la question parce que moi, je suis très à l'aise de le dire, mais bon, les 25 premières années de ma vie, honnêtement, j'étais très éloigné de ce sujet. Il y a eu quelque chose qui m'a fait prendre conscience, mais voilà, est-ce que toi, tu as toujours été sensible au sujet, engagé ou pas? Moi, en transparence, je pense que je suis assez comparable à ta situation. Moi, ça s'est fait assez tardivement, comparé à d'autres. Et la façon dont ça s'est passé, en fait, c'est passé chez Payfit, dans mon poste de Chief of Staff, où parmi les casquettes que j'avais, il y avait celle de monter et de structurer toute la RSE pour l'entreprise. Et j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur les sujets de comptabilité carbone. C'est-à-dire, une des particularités de Payfit, c'est quand on fait un sujet, on a vraiment la volonté de l'adresser jusqu'au bout. Et donc, on a poussé le sujet jusqu'à être en mesure de pouvoir dire, OK, si on veut se mettre dans les clous des accords de Paris, qu'est-ce que ça veut dire en matière de plafonnement de croissance pour Payfit. Donc, sur la base d'une comptabilité carbone assez fine, j'étais en mesure de te dire, globalement, si vous voulez une trajectoire carbone, toute chose égale par ailleurs, flat, ça veut dire ne pas aller au-delà de 15-20% de croissance par an. Bon. Quand tu viens d'être décrété licorne française et que tu es plutôt sur un rythme de 70 à 80% de croissance, tu es confronté matériellement aux injonctions contradictoires et donc à l'enjeu de transformation des modèles, des rythmes de développement ou en tout cas des sujets de diversification qui à date n'étaient pas du tout abordés au sein de l'entreprise. Donc en tirant le trait jusqu'au bout et en amenant ces discussions-là jusqu'au board de nos investisseurs, j'ai matérialisé en quoi, quand bien même on avait les meilleures intentions du monde sur le sujet et qu'on avait une approche quasi ingénieure du sujet, à un moment, si tu es dans une démarche individuelle et que tu n'embarques pas toute ta chaîne de valeur, t'es bloqué. T'es bloqué et t'es pas capable de... Enfin, t'es pas en possibilité de... ton net zéro, tu peux pas le faire seul, de toute manière. De le faire. Donc, ça m'a vraiment projeté sur le chantier colossal de transformation de filière qui allait se présenter aux entreprises et tous secteurs confondus. Et pour moi qui viens on va dire d'un parcours plutôt ops, transfo et cette fibre que j'ai gardée d'entrepreneur avec cette approche un peu holistique des sujets. De la même manière que quand j'ai monté ma boîte, il y a quelque chose qui s'est clipsé et j'ai vu en fait l'alignement entre le sens que je voulais avoir au quotidien dans mon métier et le fait de m'inscrire dans ce qui sera le défi majeur de notre société. J'allais dire dans les années à venir, mais c'est le défi du siècle. Donc ça c'est à partir du moment où ça s'est présenté, mais concrètement sur mon écran d'ordinateur, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais ça s'est passé comme ça. C'est là que ça m'a donné envie de consommer plus de sujets, plus de matière et d'acter que ma prochaine étape de carrière allait être dédiée à ça. Comment est-ce qu'on mesure finalement l'impact de la fameuse mesure d'impact? Ouais. Ouais. Alors,
Déjà, le point de départ et la vision qu'on porte, c'est d'accélérer la transformation des acteurs de l'économie. Donc ça te pose quand même la cible qu'on vise. Ensuite, ça se passe à travers un lieu qui est à la fois notre écrin et ce qui fait que les gens viennent nous voir. Et en même temps, un bâtiment de 2000 m² en plein cœur de Paris, c'est une structure de coût qui est importante, donc qui a besoin d'être amortie. Donc en gros, on a trois piliers d'activité. Tu as l'activité de coworking, où les gens viennent concrètement travailler ici. Tu as tout un volet d'événements et de conférences, un peu plus de 200 qu'on adresse par an. Et tout le volet d'accompagnement des acteurs corporate, donc avec qui on va travailler pour faire atterrir et pour avancer leur projet. Quand je dis qu'on va travailler, on n'est pas un cabinet de conseil, ça c'est important. On est vraiment un intermédiaire. On aime bien dire qu'on est souvent un prétexte à faire. Donc nous, ce à quoi on travaille, c'est de faire en sorte que les acteurs qui ont des projets ou qui sont en phase de réflexion viennent les porter et les infuser chez nous, pour qu'on puisse les exposer aux personnes qui ont des solutions, qui ont des approches ou des expertises innovantes ou pas, mais qui en tout cas peuvent répondre aux besoins qui sont face à nous. Et donc, si je dois simplifier, nous, on a cet objectif de raccourcir le plus possible le temps entre l'émission d'un besoin et la capacité de réponse que l'écosystème peut y rapporter. Donc ça, d'un point de vue quantitatif, je pourrais te donner les chiffres. Tu vois, on a un objectif d'être à rentabilité en janvier 2026. Ensuite, en termes de quantité, ça veut dire une grosse, une grosse dizaine d'acteurs corporate qu'on vise à accompagner d'ici la fin de l'année. C'est 200 conférences, c'est un peu plus de 600 personnes qui travaillent au quotidien dans le bâtiment. Mais ça en soi, tu vois, c'est une approche très économique du sujet. On sait que notre développement, il aura un enjeu géographique à un moment. Pas simplement sous l'angle économique, mais principalement pour décloisonner le projet, que ce ne soit pas simplement un écosystème parisien qui s'auto-alimente. Il y a des technologies et des démarches qui sont canons en région et dont on pourrait bénéficier à Paris et inversement. Tu vois, quand on parle du sujet de la transformation de l'économie, il y a une approche systémique et territoriale qui est fondamentale. Donc, de pouvoir créer des ponts de compétences entre les différentes régions, c'est un sujet qui va nous animer aussi dans les mois à venir. Mais pour terminer de te répondre sur vraiment le sujet de la mesure d'impact d'un projet comme celui-là, aujourd'hui on acte qu'on ne sait pas. C'est pour ça on a lancé là il y a quelques jours en fait un projet de recherche avec une cogérance entre un cabinet de conseil spécialisé dans la décarbonation et l'ESSEC, plus sur l'aspect académique et social, pour vraiment avoir une logique d'évaluation de l'impact 360 en fait, d'un projet comme la Climate House, et de pas simplement le regarder sous l'angle de la décarbonation et de pouvoir te dire on a fait 15 projets avec tel corpo sur telle partie de leur chaîne de valeur, ce qui représente une économie de consommation d'énergie, de temps. En fait, on regarderait qu'une partie du sujet. Votre modèle économique aujourd'hui, c'est de l'allocation d'espace, c'est de l'accompagnement. Enfin, comment vous gagnez votre vie ? Ouais, en fait l'importance de la rentabilité, je pense que c'est un point qui est aussi caractéristique du projet. C'est surtout pour que le véhicule d'engagement qu'est la Climate House tienne et puisse durer dans le temps. Point qui est important, c'est que nos 80 cofondateurs ont investi chacun 20 000 euros pour pouvoir financer le lancement du projet, sont engagés à hauteur de 20 heures de leur temps par an et doivent nous générer aussi ce qu'on appelle 20 leads qualifiés, aussi bien pour la Climate House que pour ses adhérents par an. Donc c'est vraiment un véhicule dans lequel eux vont agir sur les causes qui leur tiennent à cœur.
Et dernier point important, c'est qu'ils sont engagés dans le pacte d'actionnaires à reverser 50% de toute plus-value potentielle suite à la revente de leur part à une association. Donc, juste pour te matérialiser que c'est pas un projet capitalistique pour eux. Pas patrimonial pour voilà. eux. Ouais. Donc ça, c'était parenthèse. Ensuite, pour te répondre sur le modèle économique, tu as, on va dire, trois métiers ou trois modèles économiques, celui du coworking, donc exploitation de bâtiments, celui de l'événementiel, où on organise près de 200 conférences par an, et un métier, on va dire, qui est comparable à un métier de conseil d'un point de vue modèle économique, qui est le métier vraiment de financement de projet. Où globalement on se met autour de la table avec des acteurs corporate sur des projets tangibles et sur lesquels tu as une ligne de project management qui est incorporée. Mais globalement, ce volet-là est un volet sur lequel nous, en tant que Climate House, on se rémunère peu, dans la mesure où on est que l'intermédiaire. Tu vois, on n'a pas vocation à internaliser des compétences de décarbonation, de conseil en strat ou autre. Ça a été un choix de modèle économique super important pour créer vraiment de la confiance avec l'écosystème en place et pas être perçu comme un acteur qui débarque avec ses gros sabots et qui vient embarquer une part de marché qui est déjà plus ou moins adressée. Donc de ce point de vue-là, nous on est vraiment un facilitateur. Et les flux de ces missions-là vont être en très très grande partie rebasculés sur les acteurs de l'écosystème. Donc tu as vraiment ces trois piliers, coworking, événements et mission d'accompagnement. Expansion territoriale. Vous avez déjà des projets là, concrets, des villes que vous ciblez, des villes où vous allez ouvrir Alors, est-ce que tu ouvres un nouveau lieu à Paris parce que vous êtes déjà plein? Ouais, comme on est déjà plein, on a des partager. Comme on est déjà plein, on a des pistes, à Paris qu'on espère pouvoir concrétiser dans les prochaines semaines. Si on s'étend à Paris, ce sera pas pour dupliquer le modèle, on va dire divers qu'on peut avoir avec la Climate House actuelle où on a aussi bien des startups que des VC. On aura vraiment une approche plus par verticale thématique. Donc tu vois, d'ouvrir un espace qui soit dédié au sujet agri-agro, ouvrir un espace qui soit plus dédié à l'énergie ou à la finance responsable. C'est les pistes qu'on étudie pour Paris. Ensuite, si on part en région, pour le coup, ce sera pour dupliquer le modèle de la Climate House Sentier, celle actuelle. Et on discute actuellement, oui, avec des villes, avec Marseille, avec Bordeaux, avec Montpellier. On a aussi beaucoup de demandes entrantes où il y a des entrepreneurs qui ont adhéré tout de suite à notre démarche et qui nous posent la question de comment s'y prendre pour pouvoir faire la même chose dans ma région dans laquelle je suis implanté. On est aussi en partenariat avec The Conduit, qui est un acteur historique londonien qui est pas exactement sur notre modèle, mais qui a un lieu et une batterie de conférences absolument passionnante et avec qui on a fait un partenariat sur cette année. Et donc à partir du moment où tu adhères à la Climate House, tu as la possibilité aussi d'accéder à ce lieu à Londres. On a des discussions avec beaucoup de monde, tout ça en gardant à l'esprit que c'est un projet qui officiellement a ouvert ses portes il y a 5 mois maintenant. Et j'entends beaucoup de gens finalement dire cette peur du changement, c'est jamais quelque chose qui t'a inquiété ou alors t'as douté, t'as pesé le pour et le contre et puis tu t'as pris le risque. Mais... Ah non, j'ai clairement douté et pour une raison très concrète, c'est qu'au moment où j'ai démarré les échanges avec Lucie et Claire, en fait j'avais déjà un projet qui était en cours avec une autre structure. Qui était on va dire beaucoup plus traditionnelle, une boîte de 1000 personnes sur un poste canon avec une équipe de 30 à 40 personnes derrière pour exécuter un projet complètement différent. Donc en fait, j'avais un choix à faire. Et donc entre un projet où il y a tout à construire, mais avec un alignement de valeurs total, et en plus avec cette
cette perspective de retrouver vraiment l'ADN entrepreneurial que j'avais pu connaître au début de ma carrière, versus la certitude d'un poste, d'une structure qui a des années de vécu derrière elle, une équipe, un salaire aussi qui n'a rien à voir. Voilà, j'étais vraiment sur deux diamétrales opposés. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec mes proches. J'ai posé beaucoup de questions. Je pense qu'il y a j'ai eu une majorité de personnes qui m'ont dit de ne pas y aller. Et il y a une personne, donc déjà ma fiancée et une de mes meilleures amies qui ont su trouver les mots et qui m'ont dit concrètement si dans un an tu devais regretter de ne pas avoir fait l'un des deux, tu penses que ce serait ce serait laquelle? Et honnêtement, il y avait absolument aucun doute. Voilà, je le sentais en fait au fond de moi. Je voyais dès les premiers échanges vers quoi j'étais porté. Et donc à partir du moment où j'étais dans cette dynamique-là, j'étais assez sûr de moi et que j'avais pas de contraintes opérationnelles. Voilà, j'étais pas en train d'acheter un appartement, j'ai pas d'enfant. Enfin, voilà, il y a un contexte qui s'y prêtait aussi. Voilà, il y avait pas trop à tergiverser. Est-ce que tu considères, parce qu'il y a quand même de l'enjeu, je dirais entreprendre est toujours quelque chose où on y met quand même les tripes et puis où il y a une part de risque, là qui plus est avec un sujet d'impact fort, un engagement fort, 80 fondateurs assez emblématiques aussi sur le sujet. Ça génère un stress supplémentaire. Je vois très bien ce à quoi tu fais référence. Moi, je pense avoir la chance que ce contexte que tu décris n'ait jamais été vraiment une source de stress pour moi. Ça a toujours plutôt été un driver en fait, je les perçois, tu vois, ces C-level ou ces entrepreneurs à succès. Je les ai toujours perçus en fait, comme des défis et presque des miroirs sur lesquels, en fait, moi, en tant que porteur de projet à l'époque, qu'ODG aujourd'hui, dans lesquels je me compare et je me projette pour me mettre à niveau. Tu vois, c'est plutôt je les vois plutôt comme des référents, des ressources sur lesquelles je vais pouvoir me baser. Et ensuite, mon enjeu, c'est d'être à la hauteur, de ce qu'ils attendent, du projet qu'ils ont imaginé. Et au final, quand je te dis ça, c'est une manière de se dire que c'est moi que je veux pas décevoir, surtout. Tu vois, à partir du moment où Lucie Bache m'a fait confiance sur ce projet, instinctivement je me sens redevable parce que je vois au quotidien la chance que j'ai de pouvoir être là où je suis. Et donc mon enjeu, c'est pas de me dire ah là là, est-ce que les slides là elles sont bien faites, est-ce que je vais bien exprimer voilà dans ce podcast exactement à la virgule près tout l'état d'esprit ou la façon dont Lucie aurait pu exprimer ça. Non, mon point, c'est plus à partir du moment où on me donne un mandat et où j'ai un contrat moral, mais aussi bien vis-à-vis de Lucie que vis-à-vis de mes équipes, tu vois, jusqu'aux stagiaires qui travaillent avec nous, c'est comment est-ce que je donne la meilleure version de moi-même au quotidien avec l'équation que je t'ai racontée pour faire en sorte que on arrive à destination, ou en tout cas qu'on passe les étapes dans les meilleures conditions possibles et que tout le monde se sente concerné, que tout le monde soit embarqué, que quand ça racle les murs, et ça racle les murs pour tout le monde, pas sur les mêmes sujets, hein, mais voilà, dans quelle mesure, tu vois, c'est identifié, c'est traité du mieux qu'on peut. Enfin, tu vois, j'ai jamais été habité par... Et pourtant, j'ai été avec des entrepreneurs franchement absolument incroyables. Jacques-Antoine Grangeon, Catherine Spindler, Ilan Benaim, Firmin Zocchetto. Enfin, individuellement, c'est Lucie Bache et les 80 qui sont dans le projet aujourd'hui. C'est que des personnes qui individuellement sont
sont hyper inspirants, ont des niveaux de technicité sur des sujets qui sont incroyables. Et donc oui, si je me mettais juste, tu vois, si je me levais tous les matins en regardant leur CV, et que je me disais, bon, bah, Henri-François, qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il sait faire en face de ça, bon, bah, je vais pas passer des très très bonnes journées, on va pas se mentir. Mais tu vois, je suis pas dans une... je suis pas dans une compétition. Je suis pas dans, enfin, tu vois, je suis pas dans une compétition vis-à-vis d'eux. Finalement, je suis pas dans une démarche de je veux qu'ils me valident ou qu'ils m'approuvent. Je pense que je, je, je- j'utilise ces contextes de gouvernance, on va dire, pour moi me sortir de ma zone de confort, aller chercher des défis qui m'animent et en fin d'année me dire est-ce que je suis un peu moins bête que l'année précédente et est-ce que j'ai été enrichi là, intellectuellement, humainement, aussi bien par ces personnes-là que par ma CODG, que par les personnes que je recrute, qui font partie de l'équipe aujourd'hui, qui viennent avec leur regard, avec leur vécu, alors qui n'ont pas les mêmes niveaux de compétences, mais en fait le quotidien n'est pas fait de compétences, c'est avant tout c'est une banalité, hein, mais on va y aller, c'est une aventure humaine et avec ses richesses, avec ses complexités, voilà, moi c'est ça qui m'anime au quotidien. Il y a eu des vraies difficultés depuis le lancement, enfin. Bah, c'est difficile comme question, quelle est, enfin tu vois, la définition d'une difficulté, ça va pas être la même Je te laisse juger. selon les tailles de boîte. Je pense une difficulté assez évidente, c'est déjà à titre personnel le fait de démarrer tout seul. Tout seul, on s'entend. Il y a des entrepreneurs qui démarrent vraiment tout seuls. Donc, il y avait quand même un réseau d'entrepreneurs derrière qui étaient des sources d'informations, de feedback qui ont été hyper utiles. Après, concrètement, la structuration du projet, de sa proposition, il a fallu la mettre en place assez vite. Donc ça, c'était un premier défi opérationnel. Humainement, une difficulté, je pense, c'est quand même d'appréhender ce nouveau mode de gouvernance avec 80 cofondateurs, une codirection où on a des sensibilités opérationnelles qui sont différentes. Si je simplifie pour donner un exemple concret, l'une des premières choses que j'ai pu dire à Maïka, c'était une des choses que je garde de Payfit, c'est une grosse culture de l'écrit. Ce à quoi Maïka m'a dit, moi j'ai besoin qu'on se parle, j'ai besoin qu'on interagisse en direct. Donc tu vois, c'est des premiers moments où tu sens... Débrouille-toi avec ça. Non mais, et en soi, quand je te dis ça, c'est ni moi ni Maïka qui avons raison. En fait, c'est juste, tu es face à une différence de fonctionnement face à laquelle il faut trouver une solution et voilà. Et ensuite, des complexités. Vous faites comment vous parlez et puis vous mettez tout par écrit après. Voilà. Là, tu me dis, on va mettre un chatbot comme ça, HF, il est content. Avec un temps script. Non, mais tu vois, je pense que ça, c'est clairement, tu vois, des ingrédients qui sont complexes. Ensuite, la difficulté, je pense que pour te le matérialiser, c'est en soi, notre métier, c'est de construire un écosystème qui dégage de la valeur. Et un écosystème, en gros, c'est des flux entrants. Tu as des personnes qui vont venir par les cofondateurs, enfin des opportunités qui vont venir par les cofondateurs, d'autres qui vont venir par des investisseurs, d'autres qui vont venir par des personnes qui cherchent à organiser un événement, d'autres qui... Parfois, vu que c'est un événement assez visible, tu as même en fait des particuliers, tu vois, qui viennent te voir avec leur niveau de compréhension ou leur centre d'intérêt. Donc, toi, tu es au milieu de tout ça. Donc, tu as un exercice de priorisation qui est quand même assez complexe. Et donc, tu te fais assez vite écarteler opérationnellement. Donc, c'est intense. C'est intense et donc d'encaisser cette intensité tout en maintenant le temps qu'il faut pour t'aligner, pour créer les fondations d'une culture d'entreprise, c'est pas simple. Et je pense que le plus compliqué, qu'on a touché du doigt au début du projet, mais qui va s'accentuer au fur et à mesure de la croissance, c'est l'enjeu d'incarnation, en fait, où
l'ambition de ce projet, c'est quand même d'embarquer la totalité d'un écosystème. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire, si je simplifie, c'est d'embarquer aussi bien le techno-solutionniste que le militant de la décroissance. D'embarquer cette diversité de sensibilité à travers un même projet, une même démarche, une même proposition de valeur, voire un même lieu, c'est costaud. C'est costaud parce qu'on est, voilà, je pense que tu le sais aussi bien que moi, on est dans un contexte où voilà, il y a une tendance à la polarisation qui est très très forte. Donc créer de l'adhésion sur des sujets qui sont complexes, sur des sujets où tu dois à la fois traiter le sujet concret de la fin du mois tout en préparant la fin du monde. C'est un enjeu et un exercice de pédagogie qui est passionnant, je pense, en numéro 1, mais qui factuellement en fait te met dans des situations où tu sais que voilà, à travers un même événement ou à travers une même instance de gouvernance, tu vas avoir des différences de sensibilité sur un seul et même sujet. Et donc, moi, j'essaye toujours de réfléchir avec 2 ou 3 cerveaux, tu vois, quand je m'adresse à nos cofondateurs, en me rappelant que voilà, face à moi, j'ai une diversité de sensibilités. Et quand je présente notre bilan ou notre trajectoire de cash, je sais qu'il y en a certains qui doivent même pas m'écouter ou potentiellement même qui doivent me prendre pour un salaud de capitaliste. Et en même temps, je sais que derrière, on va aborder des sujets plus techniques, de fond, de programmation, de gouvernance, qui vont plus leur parler. Donc, tu vois, ces sujets de l'incarnation, de la diversité, aussi bien des sujets que des sensibilités, ça, je pense que c'est vrai pour nous et c'est vrai pour le sujet du défi de la transformation qui doit être porté à l'échelle de tous les acteurs de notre société. Comment est-ce que dans ta position et même, je pense, dans tout ton parcours, comment est-ce que tu continues à apprendre, à te former ? Honnêtement, sur ces 6 derniers mois, la formation telle que je la faisais habituellement, c'est-à-dire plutôt à travers de l'écoute de podcasts ou la consommation d'articles ou globalement des sujets d'actualité, je la fais beaucoup moins. C'est un peu la tête dans le guidon. Là. Ouais. J'ai la tête complètement dans le guidon et c'est pas bien. Je pense que c'est la période qui veut ça. Après, parce que je te renouvelle, moi, mes sources d'inspiration et d'apprentissage, elles se font par les personnes avec lesquelles on travaille. Et tout ça, le point de départ, moi, c'est un échange, tu vois, pour notre activité, mais en tirant le fil et en s'assurant qu'on est avec des acteurs qui sont vraiment sincères dans leur démarche. Moi, ça m'alimente sur la réalité d'une verticale sectorielle. Je te donne un autre exemple. Voilà, le fait que la SNCF, qui est un des acteurs qui va nous rejoindre, et des enjeux énormes sur l'économie circulaire. Tu vois, avant de bosser pour la Climate House, je ne te l'aurais pas dit. Et pourtant, c'est des choses de fond qu'ils adressent depuis un bon moment maintenant. Donc voilà, pour répondre à ta question sur la façon dont je suis alimenté, c'est en faisant en sorte que le projet soit le plus successful possible, que j'ai la chance de travailler avec des personnes qui me montrent à quel point, au final, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans des démarches et des gros acteurs qui sont dans des démarches super intéressantes, ambitieuses. Et voilà, donc c'est toujours cette ambivalence. C'est d'un côté, tu regardes l'actualité, t'as parfois un peu envie de rester couché. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et de l'autre, tu discutes avec ces acteurs-là et tu vois qu'il y a une transformation qui est en marche et ça te donne envie d'y participer. Merci beaucoup. Merci à toi. Été là ce matin. Super discussion. Je te souhaite le meilleur à toi, Maïka, et à l'ensemble du projet Climate House pour l'avenir. Merci beaucoup. Vraiment félicitations pour ce que vous faites et à vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.